Mauvais temps sur le sud-est de la France après la tempête de la nuit dernière. Calme provisoire, mais la météo lance un nouveau bulletin d'alerte. La fusion entre l'assureur UAP et AXA font de ce groupe le numéro 1 mondial. Invité le président d'AXA, Claude Bébéa. Les Français préparent mal leur retraite. La Caisse nationale vieillesse lance une campagne d'information. Les Françaises enceintes sont de plus en plus suivies médicalement. C'est le résultat d'une étude du ministère de la Santé. Madame, Monsieur, bonsoir. Terrible catastrophe aérienne en plein ciel au-dessus de la région de New Delhi en Inde. 2 avions, un Boeing 747 saoudien et un Tupolev venu du Kazakhstan, se sont percutés en vol, faisant au moins 351 victimes. Les débris des 2 appareils sont tombés près d'un village. La collision a eu lieu alors que le Boeing était en phase de décollage, tandis que le Tupolev effectuait ses premières manœuvres d'atterrissage. Jacques Cardoz. Les 2 appareils sont entrés en collision en plein vol à 70 km de la capitale indienne, New Delhi. D'un côté, un Tupolev d'une compagnie kazakh transportant 36 passagers, il devait atterrir. De l'autre, un 747 d'une compagnie saoudienne avec 312 personnes à bord, il venait de décoller. Ce soir, au cours d'une conférence de presse, le directeur de l'aviation civile indienne a aussitôt indiqué qu'il n'y aurait aucun survivant. Au total, 351 personnes auraient donc trouvé la mort. Sur place, on avance les premières explications sur les causes de l'accident. Il s'agirait d'un problème de communication entre un des 2 pilotes et la tour de contrôle. L'ordre avait été donné au pilote du Boeing 747 de la Saudi Airways de monter à 14 000 pieds. Et l'ordre avait été donné au commandant de bord de l'avion du Kazakhstan de descendre à 15 000 pieds. A priori, l'un des 2 appareils, l'un des 2 équipages n'a pas respecté cet ordre. Est-ce que c'est une erreur humaine ou est-ce que c'est un problème strictement de communication, de mauvaise compréhension entre la tour et les pilotes? C'est la question qui se pose et qui reste à élucider. On en saura peut-être un peu plus grâce au témoignage d'un équipage militaire américain témoin de la collision, un 3e avion qui était donc dans le secteur. Les débris des appareils ont été disséminés sur une dizaine de kilomètres, notamment dans cette ville de Charkhi-Dadri. Il faisait nuit lors de l'accident, ce qui rend actuellement les secours encore plus difficiles. On ne sait pas non plus si la chute des débris a pu faire de nouvelles victimes au sol. Au Zaïre, les associations humanitaires continuent d'être bloquées à quelques kilomètres des camps de réfugiés. Quelques vivres ont tout de même pu être distribués dans la ville de Goma, mais l'essentiel des populations à secourir se trouve éparpillé dans les forêts avoisinantes. Et pour l'instant, les rebelles Tutsis qui tiennent la région interdisent tout passage vers les camps de réfugiés. Sur place, à la frontière entre le Zaïre et le Rwanda, nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer aujourd'hui quelques familles rwandaises qui avaient fui leur pays en 1994 lors des affrontements entre Hutus et Tutsis. Et aujourd'hui, donc, elles se sont décidées à rentrer au pays malgré toutes les rumeurs de représailles. Laurent Boussier, Yann Jiquel, reportage. La frontière est là, toute proche, dangereuse. Depuis hier, personne ne l'a franchie. Et puis soudain, silencieusement, ils apparaissent. 1, 2, 3, 4, 5. Avec les enfants, ils seront 7. Ils surgissent de nulle part, ou plutôt de l'enfer. Épuisés, blessés, affamés, mais ravis d'être revenus au Rwanda. Tous racontent la même chose. Elle dit qu'elle a passé 2 ans dans un camp au Zaïre. Et puis qu'il y a 15 jours, sa vie a de nouveau basculé, que la guerre est passée, avec la guerre, la peur. Ensuite, elle ne voudra plus parler. C'est lui qui prendra le relais. Quand on a fui le camp, les miliciens qui étaient avec nous ont voulu nous emmener. Mais on a réussi à s'échapper. On s'est caché dans la forêt. Au début, on avait des provisions, et puis après, on a mangé des racines et bu de l'eau de pluie. Le jour, on se cachait, et la nuit, on marchait en essayant d'échapper aux miliciens. Toute la nuit, il y a eu des coups de feu. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens dans la forêt qui se cachent? Il y en a beaucoup, mais maintenant, ils sont trop fatigués, trop malades pour marcher et venir jusqu'ici. Installé sur une des seules pistes qui franchit la frontière, ce poste du Haut Commissariat aux réfugiés est pour eux synonyme de salut. Pris en charge, ils sont immédiatement acheminés vers un camp où les premiers soins leur sont prodigués. Là, identifiés, recensés, ils reçoivent 1 mois de vivres et se reposent pendant 24 ou 48 heures. Puis, comme ceux qui sont arrivés hier, ils monteront dans ces camions pour rentrer chez eux. Même si leur avenir n'est pas forcément radieux et si le retour dans les communes d'origine est parfois difficile, pour cela en tout cas, le cauchemar semble terminé. Mais il ne représente qu'une infime partie du million de réfugiés qui depuis 15 jours ont dû quitter les camps au Zaïre. Pour les autres, pour l'immense majorité, le calvaire continue.
Sur le plan diplomatique maintenant, rien n'est encore décidé, mais on s'acheminerait vers l'envoi d'une force multinationale militaire comportant des troupes françaises, espagnoles, américaines et canadiennes. L'ensemble étant d'ailleurs commandé par un général canadien ou américain. La décision pourrait être effective dès la fin de cette semaine. Washington, Philippe Gassot. Aux États-Unis aussi, l'histoire se répète. Comme il y a 2 ans, les réfugiés du Zaïre et du Rwanda remplissent les écrans. Les plus grandes télévisions américaines ont envoyé sur place leur logistique. Pas un journal sans reportage, souvent en direct. Les stars du news sont sur le terrain. Tout comme il y a 2 ans, l'Amérique soupèse les possibilités d'envoyer ou non un corps militaro-humanitaire. Lors de la première intervention à Goma, les Américains avaient dépêché le génie et notamment des spécialistes pour le traitement des eaux et son stockage. À nouveau, sur le terrain, les besoins sont immenses. Les médicaments se trouvent en Afrique, se trouvent à proximité des différents lieux. Nous sommes en train de négocier. Nous avons déjà eu un premier arrivage symbolique, je reconnais, de médicaments à Goma. Et nous poursuivons différentes opérations pour faire venir et médicaments et nourriture aux réfugiés et aux personnes déplacées. Le Conseil de sécurité devrait voter prochainement l'envoi d'une force multinationale. Les Français y sont prêts, mais pour le moment, les Américains, avant de prendre la moindre décision, veulent savoir exactement quelle sera la mission, sa localisation et sa durée. Une délégation qui s'est rendue sur place s'est faite refouler par les rebelles. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Républicains sont toujours majoritaires au Congrès. Ce sont donc eux qui tiennent les cordons de la bourse. Et ils n'accepteront d'envoyer un corps expéditionnaire américain au Zaïre ou au Rwanda que s'il est placé sous commandement américain. Retour en France avec une nouvelle alerte de la météo ce soir sur le quart sud-est du pays, déjà touché la nuit dernière par une véritable tempête et des pluies diluviennes. Philippe Visserias, Benoît Gadret. À l'entrée de Gap, le Buëch a atteint aujourd'hui sa cote d'alerte. Dans les Hautes-Alpes, comme dans tout le sud-est, on surveille le niveau des rivières. Les pompiers ont déjà effectué plusieurs interventions, mais pour l'instant, pas de grosses inondations en vue. Même si l'on a observé cet après-midi une légère décrue, notamment dans l'Ardèche, les autorités conseillent la prudence. De nouvelles précipitations sont attendues demain et mercredi. Météo France maintient son bulletin d'alerte pour tout le sud-est du pays. On peut dire que dans l'état actuel des choses, on est quand même loin des cotes d'alerte qui ont été celles des grandes inondations de 92, hein, très loin même. Bon, s'il n'y a pas de très fortes pluies, c'est-à-dire des pluies supérieures à celles qui sont prévues, et de beaucoup supérieures à celles qui sont prévues, dans notre département, on ne devrait pas avoir de problème grave. Hier soir, c'est le vent surtout qui a fait des dégâts, avec par endroits des rafales atteignant 200 km/h. Dans le petit village de Saint-Laurent-en-Royan, à la frontière de la Drôme et de l'Isère, on n'avait pas vu ça depuis une dizaine d'années. Une toiture et une véranda ont même été arrachées. Le vent était tellement fort qu'il a chassé la vitre de son logement. Puis un tourbillon s'est engouffré dedans et tout a basculé en dehors. Cette nuit, la pluie risque de reprendre avec la même intensité qu'hier. Dans l'Ardèche, en 24 heures, les pompiers ont effectué près de 300 interventions et ils ne sont pas au bout de leur peine. Dans certains secteurs de ce département, il pourrait tomber d'ici à mercredi 400 litres d'eau au mètre carré. 6 personnes ont été très légèrement blessées ce matin par une explosion à Lyon, un acte criminel qui a endommagé un guichet de banque. L'engin était de fabrication artisanale, l'attentat n'a pas été revendiqué, la façade de l'établissement a été soufflée par l'explosion. Sur place, on a retrouvé plusieurs dizaines de clous et de boulons qui s'étaient échappés de la bombe au moment de l'explosion. Épilogue aujourd'hui à Paris d'un procès qui opposait des passagers à la compagnie aérienne British Airways. 61 Français avaient été pris en otage par l'armée irakienne le jour même de l'offensive de Saddam Hussein dans la nuit du 1er au 2 août 90 sur l'aéroport de Kuwait City. Les avocats ont démontré que la compagnie anglaise savait au départ de Londres que la situation pouvait être dangereuse. Il en coûtera 25 millions de francs. Dominique Verdeillan, Jean-Paul Chausset. Voilà ce qui reste de l'avion. Paul Merlet était d'abord un simple passager à bord du vol 149 Londres-Kuala Lumpur. Comme prévu, l'avion de la British Airways a fait escale à Kuwait City. C'était le 2 août 90. Les troupes irakiennes allaient prendre quelques instants plus tard le contrôle de l'aéroport. Les 282 passagers sont alors devenus otages de Saddam Hussein. Leur séjour forcé au Koweït ou en Irak a duré pour certains 3 mois.
Pour la Cour d'appel de Paris, British Airways a gravement failli à ses obligations en exposant les passagers à un risque de guerre, car pour les juges, les événements du Koweït étaient prévisibles. British Airways est condamné à verser entre 400 et 600 000 francs aux 61 plaignants. La facture s'élève à 25 millions de francs. Les ex-otages parlent d'une nouvelle libération. Ce qui compte, c'est la responsabilité pleine et entière des compagnies qui jouent avec la vie des passagers comme avec des sacs de sable. Nous étions du lest pour eux, enfin, ou tout au moins des boucliers humains, parce qu'ils espéraient peut-être qu'on ne prendrait pas un missile, étant donné que c'est un avion civil, par les Irakiens. Enfin, ils ont joué avec notre vie d'une façon indécente. Côté British Airways, on se déclare déçu par cette condamnation, rappelant au passage que les justices britanniques et américaines avaient donné raison à la compagnie aérienne. Il me semblait manifeste, mais ça n'a pas été l'avis de la Cour, qu'en réalité, le préjudice supporté n'était pas le fait de British Airways qui n'a commis aucune faute, mais bien le fait de la guerre et de celui qui l'a instaurée et qui l'a perpétuée. British Airways a décidé de se pourvoir en cassation, ce qui ne l'exonère pas de verser dès maintenant la totalité des indemnités. Marc Braillon, 63 ans, avait monté une société de travail temporaire, RMO. En 1991, la société a employé jusqu'à 600 personnes. RMO était très présent dans le sport, le cyclisme notamment, et puis ce fut la chute. Aujourd'hui, Marc Braillon se retrouve devant le tribunal correctionnel de Grenoble, poursuivi pour banqueroute et abus de biens sociaux. Patrice Randel. Marc Braillon devant le tribunal correctionnel de Grenoble. C'est un peu le procès des années 80. Si fertile en homme d'affaires, avide de médiatisation et peu regardant sur les moyens d'assurer leur gloire et leur confort. Là encore, la justice reproche à l'ex-patron de RMO d'avoir confondu son portefeuille avec le tiroir caisse de sa société. Fraude fiscale, abus de biens sociaux et pour finir, banqueroute. En apparence, pas de quoi entamer la sérénité de Marc Braillon. Toute ma vie, j'ai été optimiste. Hein. C'est pas aujourd'hui que je veux pas l'être. Je vais mourir comme tout le monde, mais je serai optimiste et je continue d'être optimiste. Longtemps, RMO et Braillon n'ont fait qu'un. Sur les maillots des coureurs cyclistes, sur les rings, sur la coque des bateaux, RMO était partout et Braillon toujours à proximité. Une politique de sponsoring supportée par le groupe RMO, dont on finit par oublier qu'il est numéro 5 français du travail temporaire. Mais ça, c'est du passé. 725 millions de francs de passifs en 92, la justice liquide l'entreprise. Aujourd'hui, l'accusation évoque des dépenses somptuaires, des salaires trop élevés, des effectifs pléthoriques. Et Marc Braillon, 63 ans, a 3 jours pour s'expliquer sur la gestion hasardeuse d'une entreprise tirelire. Le numéro 1 de l'assurance dans le monde sera français, une fois la fusion opérée entre l'UAP et le groupe AXA. L'ensemble représentera un chiffre d'affaires de près de 300 milliards de francs et emploiera plus de 100 000 personnes. Jean-Paul Chapelle, Florence Dubras. Cette poignée de main vaut 1500 milliards de francs. C'est la masse d'argent que va brasser désormais le nouvel assureur. AXA et UAP fusionnent pour donner naissance à un géant, le numéro 1 mondial. D'un côté, l'UAP, numéro 1 en France, privatisé il y a 2 ans et fragilisé par des placements hasardeux dans l'immobilier. De l'autre, AXA, l'ancienne PME mutualiste, a fait un parcours sans faute et s'est hissé à la 2e place française. En unissant leurs forces, les deux sociétés vont se partager le monde de l'assurance. AXA est bien implanté aux États-Unis et en Australie. L'UAP s'est développé en Europe. Mais en France, la synergie est moins évidente. Ce mariage risque de provoquer des doublons entre les réseaux de distribution, avec nécessairement des conséquences sur l'emploi. Ce que nous avons indiqué, c'est que nous ferions cette opération de fusion sans licenciement collectif en France. Donc c'est très clair. Ce qui est très clair aussi, c'est que les deux groupes savent réduire leurs effectifs en douceur. Ils l'ont déjà fait par la réduction du temps de travail. Ils pourraient supprimer des emplois, à moins qu'ils ne profitent de leur union pour conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Donc il y a un mouvement de regroupement. Claude Bébéard, bonsoir. Donc vous êtes un homme heureux ce soir, je suppose? Tout à fait, oui. Bien, alors on vient de parler de cette fusion. On a dit qu'il n'y aurait pas de licenciement. Je crois même savoir qu'au contraire, que dans le mouvement des entreprises citoyennes, vous allez engager des jeunes dans les semaines qui viennent. Oui, un certain nombre d'entreprises ont l'intention de faire quelque chose de particulier, d'assez spectaculaire pour les jeunes. Alors je dois dire que nous embauchons déjà beaucoup de jeunes, mais tout à fait d'accord pour faire plus et le faire savoir. Alors, ça pourrait se chiffrer jusqu'à combien? De quelques centaines, plus? Oui, aujourd'hui nous avons un programme qui porte sur 1 millier de jeunes. Ce programme de 1 millier pourrait être augmenté, effectivement. Alors, la taille du groupe, numéro 1 mondial oblige, va-t-elle vous permettre des tarifs plus avantageux? C'est le consommateur là qui s'adresse à vous. Il y a
Des tarifs plus avantageux peut-être, en ce sens que nous pouvons faire certaines économies d'échelle, donc des économies de frais de gestion. Mais il y a autre chose aussi, c'est la qualité des produits que l'on propose. Travaillant dans le monde entier, on voit ce qui se fait ailleurs et on peut, en France, utiliser les idées intelligentes que l'on trouve ailleurs. Alors cette fusion était indispensable pour quelle raison? La taille, pour pouvoir résister à la concurrence? Oui, vous savez, l'assurance est en train de devenir mondiale et c'est un peu comme dans l'industrie. On voit naître des très grands groupes internationaux. Si on veut survivre, on a deux solutions. Ou bien on se met dans un coin, on trouve une niche dans laquelle on est petit et heureux, ou alors il faut être grand et fort. Nous avons choisi cette deuxième hypothèse. Et dans cette affaire, de manière un peu spectaculaire, je vous l'accorde, qui l'emporte? C'est le groupe AXA ou c'est l'UAP? Ce sont les deux, et ce sont les clients des deux, les actionnaires des deux, je l'espère. Alors, vous êtes devenu numéro 1 mondial. Est-ce que vous allez appliquer une idée qui est la vôtre, sur laquelle vous travaillez depuis 4 ans maintenant, je crois, à savoir une forme de sécurité sociale privée? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la volonté du gouvernement. Je suis convaincu effectivement que ce qu'il faut faire, c'est rapprocher le consommateur, le prescripteur, c'est-à-dire le médecin, et le payeur, c'est-à-dire finalement le consommateur, mais qui ne sait pas qu'il est le payeur lui-même. C'est responsabilité chacun d'entre nous. Bien, ceci peut se faire dans des petits groupes. Quand on le fait dans un énorme truc national, ça ne marche pas. Si vous voulez. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une constitution d'expériences, de groupes plus restreints, où on réussira tous ensemble à faire baisser le coût de la sécurité sociale. Ça voudrait dire que vous substitueriez à la sécurité sociale nationale, publique? Ça veut dire que, dans mon esprit, il appartient au gouvernement de définir ce que doit être la sécurité sociale et qu'il peut y avoir une sécurité sociale publique et à côté des sécurités sociales privées qui respectent les conditions qui ont été définies par l'État. Ce sont des formes de sécurité sociale complémentaires, si je puis dire. Non, pas forcément complémentaires. À côté, on peut imaginer que vous ayez un groupe de personnes, que ce soit un groupe dans une entreprise ou une région, ou etc., qui, au lieu de s'adresser à la sécurité sociale nationale, s'adresse à une sécurité sociale qui pourrait être une espèce de mutuelle, si vous voulez, qui, à partir du premier franc, couvrirait leurs problèmes de sécurité sociale. Monsieur Bébert, on va parler dans un instant des retraites des Français. Est-ce que vous pensez qu'on doit développer et qu'on ne développe pas assez dans notre pays les retraites par capitalisation aujourd'hui? Je crois qu'il est nécessaire de compléter les retraites par répartition par des retraites par capitalisation. Ça, j'en suis tout à fait convaincu, pour une raison très simple. Vous savez, jadis, il y avait beaucoup plus de gens au travail et beaucoup moins de personnes âgées. Donc faire payer les gens au travail au profit des personnes âgées, la solidarité entre générations, était facile. Aujourd'hui, on a moins de personnes actives et beaucoup plus de personnes âgées. Donc, il y a un problème. Ou bien on demande beaucoup aux personnes en activité, ou bien on diminue les retraites. Je crois qu'on n'échappera pas à une certaine diminution des retraites. Donc ce qu'il faut que nous fassions, tant qu'il en est encore temps pour nos générations, et surtout les générations plus jeunes, c'est d'économiser de l'argent. Mais l'économie, si on le fait tous ensemble, ça s'appelle des fonds de pension. Monsieur Bébert, je vous remercie. Justement donc, les Français préparent souvent très mal leur retraite. Ils ne font pas suffisamment à temps les démarches nécessaires pour rassembler, disons, tous leurs états de service. C'est pourquoi la Caisse nationale d'assurance vieillesse lance une campagne d'information. Alain Loubeski, Hervé Pozzo. C'est compliqué pour moi. C'est très compliqué, je ne me suis pas du tout intéressée à ça et maintenant je veux savoir quand même combien je vais toucher, qu'est-ce que je vais avoir pour vivre à partir de cette période. Un conseil, n'attendez pas la dernière minute. C'est compliqué, d'accord, mais pour aider les salariés, il existe 2300 points d'accueil retraite gérés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Pour mieux les faire connaître, la Sécurité sociale lance une campagne de publicité destinée aux salariés du régime général. Ces points d'accueil répondent à la question essentielle, comment, dès 55 ans, préparer sa retraite. De votre retraite régime général. À 55 ans, on envoie automatiquement à chaque salarié son relevé de carrière afin qu'il fasse la préparation de sa future retraite. Et le conseil que je donne donc à ces personnes-là, c'est de nous rencontrer pour faire leur bilan de leur carrière et voir comment mettre à jour complètement leur carrière pour qu'au moment du passage à la retraite, ce ne soit plus qu'une simple formalité et que ce soit fait très rapidement. La question à laquelle les points d'accueil ne répondront pas est que faire de sa retraite. Là, il n'existe aucune autre limite,
que celle des revenus, de la santé ou de l'imagination. Les Anglais viennent de se faire rappeler à l'ordre par la Commission européenne de justice car ils n'appliquent pas la règle des 48 heures de travail hebdomadaire obligatoire dans toute l'Union européenne. Cette décision choque le gouvernement britannique qui se vante de ses résultats contre le chômage dans un pays où la législation sociale est des plus flexibles. Londres, Étienne Lénart. Dans cette imprimerie du nord de l'Angleterre, le salaire minimum n'existe pas, le droit de grève est à peine toléré et les congés payés excèdent rarement 20 jours ouvrés. On imagine ainsi assez facilement la réaction du chef de l'entreprise qui pourra désormais être traîné en justice par un employé qui l'aura fait travailler contre son gré plus de 48 heures dans la semaine. S'il y a des gens malades, des gens qui sont en vacances ou des gens absents qui ne préviennent pas longtemps à l'avance, nous ne pourrons plus obliger nos employés à faire des heures supplémentaires, ce qui peut nous faire perdre de nombreux marchés. 17 années de pouvoir conservateur sont passées par là. Le maître mot du marché britannique, c'est libéralisme et souplesse. Dans cette société française d'informatique qui compte 12 filiales à travers le monde, c'est au sein de la branche britannique que les effectifs tournent le plus fréquemment. Les employés n'hésitent pas à partir et le licenciement n'est souvent qu'une formalité. C'est beaucoup plus souple qu'en France puisqu'il suffit de faire une lettre, de la signer, de la donner à l'employé ou alors de l'envoyer par recommandé. Et ça s'arrête là. Comme il y a moins de chômage déjà par définition, on se retrouve dans une situation où les gens ont moins peur de changer d'entreprise. Si les syndicats applaudissent dès demain à la directive européenne, depuis hier soir, John Major exalte lui la réussite économique de son pays. Un taux de chômage en baisse constante, à peine plus de 7%, un modèle selon les conservateurs que la législation européenne pourrait mettre à mal. La limitation à 48 heures par semaine de la durée du temps de travail n'aura sans doute que des effets limités sur l'activité des entreprises britanniques. En revanche, ce que les conservateurs acceptent beaucoup moins bien une nouvelle fois, c'est que l'Union européenne puisse leur dicter ce qui est bien et ce qui est mal. En France, le ministère de la Santé vient de réaliser une enquête sur une semaine. Les enquêteurs ont observé donc pendant 8 jours la manière dont les Françaises vivent aujourd'hui leur grossesse par rapport aux jeunes femmes enceintes dans les années 80. Différence essentielle. Aujourd'hui donc, les 9 mois de grossesse sont beaucoup plus suivis sur le plan médical. Jean-Daniel Flézaquier, Pascal Puyot. On y va, on aspire et on souffle en cherchant à se vider jusqu'au pubis. Isabelle attend son deuxième enfant. Comme pour le premier, elle suit une préparation à l'accouchement. La première fois, elle a choisi d'avoir une péridurale, même si elle a cru jusqu'au bout pouvoir s'en passer. J'y ai pensé et finalement j'ai reculé. Qu'est-ce qui vous a fait craquer pour la péridurale? La facilité, le confort. Et pourtant, vous faites une préparation à l'accouchement. Oui. Alors vous la faites pourquoi cette préparation? Dans le cas où je ne puisse bénéficier d'une péridurale de dernière minute. L'anesthésie péridurale, c'est l'une des grandes nouveautés de ces 15 dernières années. Cette pratique est aujourd'hui 15 fois plus fréquente qu'en 1981. Elle s'inscrit dans une médicalisation de plus en plus importante de la grossesse. Mais cette surveillance renforcée n'a pour autant pas transformé ce phénomène en maladie. Je trouve qu'en soi, l'accouchement, la grossesse reste quelque chose de tout à fait naturel et qu'on est beaucoup plus à l'aise parce qu'on a tous ces examens qui existent, que l'on peut prescrire ou non, qui nous aident. Mais cette médicalisation a aussi des effets pervers. Ainsi, les déclenchements artificiels d'accouchement sont de plus en plus fréquents et le nombre de césariennes a augmenté de 50% en 15 ans. Et puis Isabelle reconnaît aussi faire partie de ces 25% de femmes enceintes qui fument pendant la grossesse. C'est beaucoup plus qu'en 1980 et c'est toujours aussi mauvais pour le fœtus, même s'il ne le montre pas. C'est parfait, ça va bien. Ce n'est pas si courant. L'Assemblée nationale, pour une fois unanime, cet après-midi au moment de l'hommage rendu à Jacques Chaban-Delmas, 81 ans, gravement malade ces dernières années et qui fêtait aujourd'hui ses 50 années de vie politique. Les députés l'ont élu président d'honneur de l'Assemblée nationale. Roland Sicard, Michel Levasseur. Ses fonctions... Jacques Chaban-Delmas n'était pas venu dans l'hémicycle depuis longtemps. Ce n'est pas qu'il boudait, c'est qu'il était fatigué. Aujourd'hui, il est venu et il n'a pas été déçu. Je vais vous demander, mes chers collègues, de conférer à Jacques Chaban-Delmas une distinction en le proclamant président d'honneur de l'Assemblée nationale. En principe, Jacques Chaban-Delmas n'avait pas prévu de parler, mais il a changé d'avis. Émotion. J'emporterai comme le plus grand et le plus précieux des trésors, précisément, cette communion d'esprit et de cœur. Cet idéal pouvait se nommer en 2 mots, la France et la République.
C'est que Chaban au Palais Bourbon, c'est une histoire ancienne. Une histoire qui commence en noir et blanc, 50 ans de présence, 16 ans à la présidence et aujourd'hui, surtout les bons souvenirs. Un tel personnage, il est bien, grand dommage. Jacques Chaban-Delmas a été un grand parlementaire, donc au-delà des divergences politiques, je crois qu'il est normal de lui rendre hommage. C'est un homme qui a pesé de tout son poids dans la vie politique française. C'est un grand homme et je suis très heureux et honoré de l'avoir dans ma famille politique, mais de le fêter ici à l'Assemblée nationale. Et puis il y a les observateurs, ceux qui ont vu Chaban à l'œuvre et qui se rappellent les meilleurs moments. Quand il est arrivé ici, il avait l'auréole d'un général de 20 ans de la Résistance et il a donné une sorte de coup de jeune à cette maison. Jacques Chaban-Delmas qui en tout cas a décidé de laisser la place aux jeunes. Chaban raccroche en 98, pour la première fois depuis 50 ans, il ne sera pas candidat. C'était aujourd'hui la grande journée des prix littéraires avec d'abord le prix Goncourt qui couronne cette année, et c'est très rare, un premier roman, celui de Pascal Rose, intitulé Le Chasseur Zéro, aux éditions Albin Michel. Ce midi, chez Drouan, ce fut comme d'habitude, et un peu plus que d'habitude, la bousculade. Geneviève Moll, Didier Rancoeur. Oui, il vaut mieux remettre de la pellicule, parce que un quart d'heure après l'annonce du Goncourt, Pascal Rose ne s'appartient plus. Les photographes d'abord, puis les radios, mais avant tout, le tract de la première télé. Mais elle va s'y faire, car la dame va passer une année entière à rencontrer le monde, en France et ailleurs, et Le Chasseur Zéro va devenir un best-seller. Le Chasseur Zéro, c'est le nom de l'avion utilisé par le kamikaze japonais qui a tué le père de l'héroïne à Okinawa en 1945. La petite Laura Carlson va découvrir peu à peu ce jeune homme qui l'a privé de père et lui a fait une vie de cauchemar. Et elle va vivre avec le fantôme du kamikaze une relation de haine et de fascination. Un premier roman violent et tendre qui devrait rencontrer un très large public. Mais tant de bruit tout à coup, est-ce que ça n'empêche pas d'écrire ? Je veux consacrer la majeure partie de mon temps à écrire. Ce qui est magnifique dans l'écriture, c'est que c'est une façon de vous construire. Moi, quand j'écris, je me tiens à la limite précise entre ce que je sais de moi et ce que je ne sais pas de moi. Et l'écriture, c'est un grignotage sur l'inconnu et sur mon inconscient. Enfin, avant de recommencer à écrire, il faut encore et encore sacrifier à la gloire. Quant au prix Renaudot, il a été attribué, lui, à Boris Schreiber pour son livre Un silence d'environ une demi-heure aux éditions du Cherche-Midi, une petite maison d'édition récompensée aujourd'hui. Cette journée des prix, c'est l'occasion pour nous de parler de l'industrie de l'édition. Écrire un livre, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs, représente toujours une somme de travail considérable, il faut le savoir. Et au bout, le résultat peut varier de quelques centaines à plusieurs millions d'exemplaires. L'enquête ce soir, menée par Ève Mété et Jean-Louis Bousser, est intitulée « Les lettres et des chiffres ». Je pense que c'est un texte que je portais depuis longtemps. Je sais à chaque fois que je serai publié, mais en même temps c'est une peur supplémentaire. Deux écrivains et des mots différents pour le dire. Depuis 2 mois, Daniel Androwski est un homme nouveau. Ce psychanalyste de 47 ans a reçu l'accord d'une maison d'édition. Son premier roman va être publié. J'ai ressenti un grand soulagement et un grand moment de bonheur, parce que c'est un travail de faire un livre, c'est un travail de longue haleine, et c'est un moment émotionnel fort. Pour Yann Kefelec, le prix Goncourt, c'était il y a 11 ans déjà. Il publie aujourd'hui son 8e roman, qui est aussi son 13e livre. L'homme ne se dit pas blasé pour autant. C'est une telle angoisse l'écriture, c'est que dès qu'on se met à écrire, il n'y a plus de laurier, il n'y a plus de sommeil, il n'est plus question de dormir sur un succès quel qu'il ait été. Donc, on écrit, c'est dur, la page se refuse à l'écriture, non seulement à l'inspiration, mais à l'envie d'avoir de l'inspiration. Il faut trouver une histoire, trouver un drame, le mener d'un bout à l'autre, maîtriser un roman dans son ampleur, qu'il soit long ou qu'il soit petit. C'est une montagne à gravir, c'était énorme et ça recommence à chaque fois. Arcane, la petite maison d'édition qui publie le livre de Daniel Androwski, est installée dans un appartement. L'entreprise existe depuis 3 ans. Souci premier pour le lancement d'un livre, limiter le risque financier.
nous pensons en tirer 1500. Ce qui n'est pas beaucoup, mais nous ne pouvons pas prendre trop de risques d'en tirer beaucoup, parce que c'est toujours le problème pour des livres qui ne sont d'auteurs inconnus, de maisons d'édition inconnues ou débutantes. Nous ne pourrons pas rester avec des stocks trop élevés si jamais il y avait un problème. Mais on peut toujours en retirer, et nous en retirerons, j'espère, beaucoup. Yann Kefelec, lui, publie chez Grasset, 130 titres par an. Grasset appartient au groupe Hachette, un des 2 poids lourds de l'édition française. Le premier tirage de son roman, 50 000 exemplaires, est déjà épuisé. Il marche sur les 100 000. Kefelec sur une couverture, c'est un peu comme Delon sur une affiche. Ça fait vendre. Quand il s'agit d'un auteur comme lui qui a un public déjà fidèle, et qu'en plus le livre est merveilleux, c'est très rare qu'on passe à côté du succès. Le succès, c'est la rencontre avec le public. Un public de plus en plus nombreux. Car si les Français freinent leur consommation en général, les achats de livres, eux, se portent bien. 370 millions d'exemplaires en un an, soit 1 million de livres par jour. Et c'est un peu plus chaque année. Je suis venue voir les prix littéraires. J'achète, oui, effectivement, les prix littéraires souvent, oui. Je regarde ce qui est plutôt mis en avant d'abord, en premier lieu, et puis après c'est selon l'auteur, le thème, enfin c'est un peu une espèce de promenade quoi. Si le Kefelec se vante à 100 000 exemplaires, les mémoires de Brigitte Bardot, publiées chez le même éditeur, Grasset, en sont déjà à 475 000. Mis en avant dans toute la presse et au rayon des meilleures ventes, on ne prête qu'aux riches. Et pourtant, à ce rayon des meilleures ventes, on trouve cette année une surprise. Vous voyez à côté de Brigitte, par exemple, ce premier roman qui a trouvé sa place parmi les toutes meilleures ventes de la librairie, alors qu'il s'agit d'un auteur inconnu, d'un premier roman et d'un petit éditeur. Premier tirage, 1600 exemplaires, Truisme dépasse aujourd'hui les 130 000. Et c'est un peu la morale de l'histoire. On appelle ça le pilon. Des milliers de livres détruits chaque année parce que lancés à trop fort tirage par des éditeurs aux yeux plus gros que le marché. Au royaume de l'édition, rien n'est écrit d'avance, une part de rêve pour celui qui rédige son premier roman. Le sport maintenant avec la Coupe du Monde de football 1998. Michel Platini a présenté ce matin le système de billetterie destiné au grand public. La vente commencera à partir du 27 novembre prochain. Explication, Christophe Duchiraud. C'était ce matin à Paris une conférence de presse avec les grands patrons de la Coupe du Monde 1998. Fernand Sastre, coprésident, et Michel Platini, coprésident lui aussi. Ce matin, les coprésidents nous ont expliqué comment le grand public pourrait se procurer des places à partir du 27 novembre prochain. On a beau aimer le football, c'était pas toujours facile à suivre. Nous allons donc simplifier. Avec le Pass France 98, vous obtenez 5 ou 6 billets, de 145 à 350 francs pour le premier tour, de 200 à 500 francs pour les huitièmes de finale. Ça, c'est pour nous le grand public, sachant que les licenciés de la famille du football ont déjà acheté 1/5 des billets disponibles. C'est indispensable pour nous de vendre. Je crois que le succès de la Coupe du Monde passe par des stades pleins, donc il faut qu'on ait vendu les 2,5 millions de billets qui sont en vente. À l'automne 97, il sera possible de faire des réservations pour les autres rencontres. À titre d'exemple, le grand stade de Saint-Denis, match d'ouverture de 200 à 1250 francs, la finale de 350 à 2950 francs. Pour conclure, le grand stade n'est pas encore terminé, mais vous pouvez d'ores et déjà chercher de l'argent dans votre porte-monnaie. Pendant ce temps-là, les travaux continuent. Le cinéma maintenant avec la sortie demain du Droit de tuer, un film américain qui a pour cadre le sud des États-Unis, avec notamment la très belle Sandra Bullock. Le thème, celui de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Le père d'une fillette noire violée et assassinée par 2 blancs décide de se venger. Nicole Cornu-Langlois, Jean-Louis Melin. J'ai l'impression qu'ici, il y a pas mal de gens qui en ont assez que des salopards violent et tuent. Sûrement qu'ils comprendraient un type qui aurait décidé de se faire justice, même si c'est un noir. Un jeune avocat défend un père meurtrier des violeurs de sa fille. Face à eux, un procureur impitoyable. Libérer des hommes qui enlèvent un enfant au bout de 10 ans? Non, monsieur. Doit-on libérer des hommes qui violent un enfant au bout de 10 ans? Non, monsieur. Doit-on libérer des hommes qui assassinent un enfant au bout de 10 ans? Non, monsieur. Les avocats sont très semblables aux acteurs, vous savez. Chacun réussit une forme de performance pour convaincre un public ou un jury que son point de vue est le bon. Une jeune juriste se joint à la défense. J'aimerais vous aider pour le procès. C'est l'énergique Sandra Bullock.
Vous vous lancez dans une des plus grosses affaires d'homicide qu'on ait jamais vues par ici et vous travaillez seul, vous n'avez ni bureau légal ni clerc, ni documentaliste, ni les moyens d'en engager. Alors si jamais le juge n'accepte pas cette motion, je crois que le procès aura lieu dans un mois et croyez-moi, vous aurez besoin de moi. J'ai beaucoup appris avec ce film. Je pense comprendre la passion de ce jeune avocat, le désir qu'il a de changer le monde et la frustration d'avoir à affronter toujours les mêmes préjugés. Les nègres, les négros, les blacks, les afro-américains, peu importe comment vous m'appelez, vous voyez en moi quelqu'un de différent. Le réalisateur s'est inspiré d'un livre de John Grisham tiré d'un fait divers dans le Mississippi. Je ne crois pas que l'on ait le droit de tuer quelqu'un d'autre. Mais il est très difficile de condamner un parent qui venge le meurtre de son enfant. C'est difficile de le pointer du doigt et dire « ce que vous faites est mal ». A-t-on le droit de tuer? Comment comptez-vous plaider? Non coupable, monsieur. Comment résister à la tentation de rendre sa propre justice? C'est l'un des thèmes de réflexion de ce film sur la violence, le racisme, autant de sujets d'actualité qui ne peuvent laisser indifférents. Voilà un sondage que j'avais oublié mais qui mérite d'être rendu public. Il est inattendu. Selon l'Institut CSA pour le compte du journal catholique La Vie, 78% des Français s'estiment heureux. J'espère que c'est le cas pour vous. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, forte activité pluvieuse donc dans le sud et l'est de la France. Attention donc. Dernier journal vers 23h35 avec Philippe Lefebvre. Demain, dans les 4 vérités à 7h50, Gérard Leclerc recevra le socialiste Henri Emmanuelli. Et puis à 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.